Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Dakar enregistre les 3/4 des cas confirmés au coronavirus. Une information du ministre de la Santé qui se dit préoccupé par la situation de la capitale sénégalaise. Ce samedi, 106 nouveaux cas ont été détectés sur 1370 tests effectués. Les poches vides de sang au Centre national de transfusion sanguine, lueur d'espoir ce matin. Les volontaires ont répondu à l'appel du CNTS pour sauver des vies en donnant de leur sang. La tension est montée d'un cran ce samedi à Cap Skirring entre jeunes et forces de l'ordre. Ils ont manifesté pour réclamer de l'eau potable. Et puis une fête de Pentecôte pas comme les autres. La cité religieuse de Popenguine a enregistré aucun pèlerin en raison du Covid-19. La messe a été dite tout de même et sera diffusée lundi sur différentes chaînes de télévision sénégalaises. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, retenez que le Sénégal a enregistré 106 nouveaux cas positifs sur 1370 tests réalisés. 12 cas communautaires ont été notés, 14 cas graves sont pris en charge en réanimation. Nous écoutons les explications du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Car des cas confirmés de Covid-19 sont issus de la région de Dakar. À la date du 29 mai 2020, la région de Dakar totalise 2525 cas sur les 3429 dépistés dans notre pays, soit un taux de 73,6%. Dès lors, l'endiguement de l'épidémie doit mobiliser toutes nos énergies. Cela passe par un renforcement de nos stratégies à l'échelle locale et particulièrement dans la région de Dakar. J'ai demandé au Comité national de gestion des épidémies, en rapport avec le Comité régional de gestion des épidémies de Dakar, de se réunir toute affaire cessante pour nous proposer une stratégie spécifique de renforcement de la démarche de lutte dans la région de Dakar. Si on perd la main à Dakar, la lutte risque d'être perdue au niveau du pays. Le CNGE et le CRGE doivent nous proposer dès mardi la démarche à accentuer pour notre lutte dans la région de Dakar. C'était plutôt le ministre de la Santé donc, qui s'inquiétait sur l'étendue de l'épidémie, de la pandémie à Dakar. Justement, Aminata Baresso nous ont dit un peu plus sur les chiffres qui font de Dakar l'épicentre de la pandémie au Sénégal. Dakar reste l'épicentre de la pandémie. La capitale sénégalaise compte à ce jour 2619 cas de Covid sur les 3535 recensés depuis le début de la pandémie. Autre fait important, sur les 106 cas revenus positifs ce 30 mai, les 104 cas proviennent de la capitale sénégalaise. Une illustration de la propagation de la pandémie dans la capitale sénégalaise avec au premier rang les 4 districts du département de Dakar. Le cumul des cas dans ces 4 districts fait 1974 cas avec Dakar Sud qui enregistre 537 cas, suivi de Dakar Ouest 522, Dakar Centre 481, Dakar Nord 434. Après ces 4 districts du département de Dakar, le département de Guédiawaye, il est aujourd'hui à 150 contaminations depuis le début de la pandémie. S'ensuit Mbao avec 109 cas, Pikine 80 cas, Sangalkam 83 cas. Avec cette situation dans la capitale sénégalaise, une accélération dans les stratégies de riposte s'impose dans les jours à venir avec
la reprise des enseignements. Aminata Baressa, retenez également qu'Abdoulaye Diouf Sarr a tenté de rassurer les cas asymptomatiques du centre aéré des armées de Guéréo qui se plaignaient des conditions et de la lenteur des tests. Il dit qu'ils vont accélérer les tests pour libérer ceux qui sont négatifs. Il était sur les lieux en compagnie du professeur Seydi et de maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. L'assouplissement des mesures de restriction ne veut pas dire relâchement, c'est du moins l'appel du gouverneur de Dakar à la population. Alassane Sall a débuté une tournée de sensibilisation dans les différents départements de la capitale. Je vous propose d'écouter, ces propos sont recueillis par Ousseynou Diam. Aujourd'hui que nous sommes dans un contexte d'assouplissement, je voudrais, en relation avec l'ensemble des membres des comités départementaux, insister pour que la population comprenne que l'assouplissement n'a rien à voir avec relâchement. Aujourd'hui, plus qu'hier, chacun d'entre nous doit se mobiliser pour que les mesures barrières soient respectées. Nous, et au-delà de nos modestes personnes, les acteurs qui sont à la base, notamment les acteurs communautaires, il s'agit des leaders des quartiers, les délégués donc des quartiers, les présidentes des mouvements de femmes, les présidents d'associations de jeunes, les Badjonogor, les imams. Nous souhaitons que ces acteurs-là prennent le combat en main, qu'ils portent la bonne parole et qu'ils aillent à la rencontre des populations pour leur expliquer le pourquoi de ceci, le pourquoi de cela. Depuis Kaffrine enregistre son premier cas positif au coronavirus. Il s'agit d'un commerçant qui faisait la navette entre Touba et Koungheul. Le malade est actuellement pris en charge dans une structure sanitaire. Oumar Ndiaye. Épargné jusqu'ici, la région de Kaffrine vient d'enregistrer son premier cas de coronavirus. Il s'agit d'un commerçant de 35 ans qui faisait la navette entre Touba et Koungheul. Il s'agit d'un homme de 35 ans, commerçant, vendeur de légumes au marché de Koungheul, aux antécédents de contacts répétés avec des commerçants venant des zones touchées par le coronavirus. Il a été reçu en consultation. Après prélèvement le 26 mai, les résultats sont devenus positifs le 29 mai, selon le gouverneur de la région qui revient ici sur les détails. Il a été reçu en consultation le 26 mai 2020 dans nos services pour signes évocateurs de Covid-19 et dont le résultat est revenu positif après un deuxième prélèvement. Le gouverneur de la région appelle à la retenue et à éviter la stigmatisation après avoir félicité les autorités médicales dont le travail a sauvé Kaffrine jusqu'ici. Là, ce n'était pas évident. Nous avons une région carrefour, nous sommes entourés de régions qui étaient déjà infectées. En leur demandant de ne pas céder à la psychose. C'est un seul cas pour le moment, en attendant que les résultats des prélèvements des proches du contact du cas nous reviennent. Il ne faut pas céder à la stigmatisation non plus. Le malade est actuellement isolé dans une auberge à Koungheul et ne présente aucun symptôme lié à une autre maladie pouvant aggraver son cas, selon le médecin-chef régional. Parlons à présent de la rentrée du 2 juin prochain. Les écoles de la Médina se préparent à accueillir les élèves en classe d'examen. Des mesures sont prises pour éviter tout risque de contamination au coronavirus. Ce reportage signé Pape Faraning et Ahmadouba. Des agents du service d'hygiène armés de leur matériel pour désinfecter les établissements scolaires. Pratiquement toutes les écoles de la Médina sont prêtes pour accueillir les élèves en classe d'examen sans crainte de choper le virus de la Covid-19. C'est une mesure de mitigation importante de prévention secondaire qui détruit l'ensemble des virus et bactéries des agents pathogènes pour assurer la sécurité sanitaire de l'enfant en milieu scolaire. Pour continuer les mesures de prévention primaire, centrées sur les messages de sensibilisation, mais également de destruction des virus et des bactéries par la désinfection. Donc nous allons poursuivre cette opération au niveau des mosquées, au niveau des écoles, et même les écoles privées seront impliquées dans ce sens. Grâce à un appui considérable de la mairie, les élèves et le corps enseignant vont trouver tout le matériel sur place. On a désinfecté toutes les écoles publiques comme privées de la Médina. On a doté aux écoles beaucoup de thermoflash, 40 thermoflash, à raison de 4 ou 5 thermoflash par école publique, et aussi une dotation pour les écoles privées. Beaucoup de masques, n'est-ce pas, des masques importés
parce que les masques lavables peuvent créer des problèmes. On a vraiment cherché des masques de qualité pour les enfants. Nous avions doté aussi de craie et de papier aux écoles afin que les 2 mois qui nous restent puissent vraiment se tenir dans d'excellentes conditions. Après un tour dans ces établissements, parents d'élèves et inspecteurs de l'éducation sont rassurés pour une reprise sans risque. Nous sommes rassurés aujourd'hui et nos enfants aussi sont rassurés et ça permet à nos associations et d'autres associations qui sont au niveau de la Médina de dire qu'enfin donc la Médina est prête, toujours via le maire M. Bamba Fall, et que nos enfants peuvent venir dans ces écoles, la tête tranquille et l'esprit tranquille et une quiétude des parents. Pour vérifier et procéder avec les services d'hygiène du désinfectement de l'école. Le service d'hygiène est présent dans toutes les classes sont désinfectées, toute l'école est désinfectée et correctement désinfectée sous la supervision du maire et de moi-même. Ça nous offre davantage, les enfants pourront être dans de bonnes conditions d'enseignement-apprentissage, en bonne sécurité sanitaire et rassurer davantage les parents. Parce que les parents ont commencé à avoir des inquiétudes. Mais heureusement, M. le maire a fait ce qu'il fallait. Au-delà du matériel, la mairie de la Médina a déployé des jeunes volontaires et le personnel de santé de la localité pour assister et accompagner les élèves à partir du 2 juin dans le respect des mesures barrières. Faranginga, Fatick, commune de Diakhao, les établissements scolaires ont été pulvérisés. La mairie, en rapport avec le service d'hygiène, a initié une opération pour protéger au maximum les élèves et le corps enseignant. Aminata Goudiaby. L'école élémentaire Bourengom a été la première à être visitée par les éléments du service d'hygiène. L'établissement a été nettoyé et désinfecté de fond en comble. La mairie de Diakhao a initié cette opération pour mettre les élèves et les enseignants dans les meilleures conditions d'hygiène. Oui, nous avons 7 établissements scolaires dans la commune. Ils relèvent de notre compétence. Mais voilà, ils sont tous pulvérisés et au-delà, nous allons même pulvériser le lycée. La maladie, donc compte tenu de sa vitesse de propagation, de contamination, pour ça, nous allons prendre en charge, donc au niveau de Diakhao, le lycée, les privés, les écoles, les établissements publics. Le premier cas de coronavirus de la région de Fatick a été enregistré à Diakhao. La vigilance a été donc redoublée dans cette commune. De jeunes volontaires ont été même formés pour sensibiliser et accompagner les élèves qui retournent à l'école le 2 juin prochain. Nous avons constitué une brigade constituée de jeunes, des ASC, donc, qui sont mobilisés pour apporter aussi leur contribution à cette lutte. En quoi faisant, c'est qu'en se mobilisant pour être au service des établissements scolaires pendant toute la journée donc des cours, en essayant d'encadrer les élèves pendant les récréations, en respectant les mesures d'hygiène. En prélude à cette reprise des cours, la moitié des écoles de la région de Fatick a été déjà pulvérisée, selon le chef de la brigade régionale de l'hygiène de Fatick. Maintenant, avec l'ouverture des classes, maintenant, avec l'appui aussi des maires, nous sommes en train de pulvériser les écoles qui se trouvent au niveau de la région. À peu près 800 écoles qu'on a prévu à désinfecter. Voilà, nous sommes en train de les mettre en œuvre actuellement. Aujourd'hui, nous sommes à Diakhao pour cibler les écoles de la commune de Diakhao. À Diakhao, outre les écoles, tous les lieux publics de la commune sont désinfectés de façon régulière depuis l'apparition du cas positif de coronavirus dans cette commune du département de Fatick. Et puis à Kaolack, la mairie et les syndicalistes de l'enseignement pas sur la même longueur d'onde à propos de la rentrée du 2 juin. Les autorités municipales devant le ministre de l'Éducation soutiennent que toutes les écoles ont été désinfectées. Faux, selon les syndicalistes qui avancent que certains établissements n'ont ni eau ni électricité. Ibrahim Diamé, Faligay. Devant le ministre de l'Éducation nationale, le représentant du maire décrit une préparation impeccable pour la reprise des cours dans les écoles de la commune. Selon Eliman Mandiaye Sissé, adjoint au maire chargé de l'éducation, tous les établissements scolaires ont été préparés et désinfectés pour recevoir les élèves dans de bonnes conditions. La mairie a désinfecté l'ensemble des 86 écoles de la commune, publiques comme privées. Le matériel aussi qui est remis va au public comme au privé. Parce que l'ensemble des élèves sont des enfants de la commune de Kaolack. Donc il est de notre devoir d'être à leur côté pour quand même les accompagner afin qu'ils rejoignent l'école dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire possibles.
Du côté des syndicalistes, par contre, l'on est sceptique par rapport à ces assurances. Ben Diallo et ses camarades du G7 qui mettent le bémol n'envisagent pas retourner en classe tant que, avertissent-ils, toutes les conditions sanitaires et sécuritaires ne sont pas réunies. Déjà, nous sommes à 3-4 jours de la reprise. Beaucoup d'établissements n'ont pas été désinfectés. Également, le matériel, il n'a pas encore été mis sur place. Il y a des établissements qui ne disposent ni d'eau, ni de toilettes fonctionnelles. Comment voudriez-vous que l'on puisse reprendre les cours dans ces conditions? Nous avons le retour, comme quoi donc, les maires ont pris des engagements qu'ils n'ont pas respectés. Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, lui par contre, s'est dit rassuré et rassure les syndicalistes. Il a visité quelques deux écoles de la commune avant de procéder à une remise symbolique de matériel. La situation très tendue ce matin à Cap Skirring en Casamance. Des échauffourées se sont produits entre jeunes et forces de l'ordre. Ces jeunes réclament de l'eau potable. Nous écoutons leur porte-parole, interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Depuis des décennies, contrairement à tous les villages qui nous entourent, la première doléance des populations du Cap, devant toute autorité locale, centrale ou devant tout candidat à une élection, est celle de l'accès à l'eau potable. Depuis des décennies, non seulement cette doléance est restée vaine, pire, elle s'amplifie avec des facteurs aggravants. L'existence et l'extension permanente dans le village de plusieurs forages et de résidences hôtels au mépris total de la population. L'exploitation et la commercialisation de milliers de mètres cubes d'eau par semaine. Aujourd'hui, les puits de Cap ont tari et la population a soif. Cette situation est inacceptable pour la bonne et simple raison que, en termes de rentrée de devises, pour la collectivité territoriale et le trésor public, il n'y a pas un village qui fait mieux que le Cap Skirring. Partant de ces considérations, la population de ce Cap Skirring note qu'il y a une rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques. Nous restons dans cette partie du pays 10 jours après le meurtre d'un jeune homme à coups de corne au quartier Boucotte de Ziguinchor. Le présumé meurtrier a été arrêté par la police. Au même moment, une affaire de cambriolage dans un magasin d'Anakard défraie la chronique. Boubacar Diassi, Lamine Magnan. tali yaa ngi feex amul benn oto ci parking yi te tamit doo gis benn tente bi nga xam ne daaj nañ ko foofu ci veillu week-endu Pentecôte bi. Ce n'est pas le bon élément, certainement. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. En cette veille de Pentecôte, la ville sainte de Popenguine n'a enregistré aucun pèlerin. Une situation inhabituelle due au coronavirus. Religieux, politiques et habitants se désolent de ce rendez-vous manqué. Mais la messe a été dite tout de même et sera diffusée lundi sur différentes chaînes de télévision. Abdourahmane Diallo. Les rues vides, pas de véhicules au parking, il n'y a aucune installation de tente en cette veille de Pentecôte. Nous sommes à Popenguine, au sanctuaire, il n'y a qu'un agent de l'ASP sur les lieux. L'église est fermée, des religieux nettoient les ruelles, le recteur supervise quelques travaux. Nous avons fait l'expérience d'une grande joie, c'est-à-dire qu'au cœur de cette épreuve, la messe célébrée hier, sans la multitude des fidèles qu'on voit habituellement, a été une source de grande joie et je pense que sa diffusion lundi apportera également beaucoup de joie aux chrétiens et même aux musulmans qui ont l'habitude d'assister à cet événement. Un groupe de personnes discute à la place publique, l'un d'eux se désole du fait qu'il n'y a pas de pèlerinage marial cette année. La municipalité de Popenguine aussi abonde dans le même sens. L'année dernière, à cette période, déjà ça a commencé à bouger. Donc actuellement c'est calme. Nous l'acceptons. Bon, d'abord parce que c'est une volonté divine. Vous avez vu la Mecque, quelquefois quand vous regardez, vous voyez que c'est assez désolé.
Vous l'annoncez dans les titres de ce 20h, pénurie de sang au Centre national de transfusion sanguine à cause du coronavirus et du ramadan également. Ce matin, des volontaires ont répondu à l'appel du CNTS pour sauver des vies en donnant de leur sang. Et aujourd'hui, le centre a un objectif de 200 poches de sang et il compte organiser ce genre d'activité tous les samedis pour faire face à la forte demande. Reportage signé sur place Pape Faraning et Ahmadouba. Les conséquences de la pandémie et l'effet ramadan se font sentir au Centre national de transfusion sanguine. Les tiroirs sont quasi vides, seulement quelques poches de sang pour une forte demande. Donc nous avons fait, en fin de ramadan, nous avons fait un appel aux dons pour ce samedi et pour le samedi prochain et toute la semaine prochaine pour que les gens viennent donner, pour soulager un peu les patients qui ont besoin de sang. Il y a un déficit énorme, il y a un déficit parce que, comme vous le savez, nous, nos collectes de sang représentent 60% les collectes mobiles, c'est-à-dire le fait qu'on se déplace dans les structures, les quartiers, les entreprises, les mosquées, les églises. Ces déplacements constituent 60% de notre source d'approvisionnement. Et depuis l'avènement du coronavirus, on n'en en fait plus. Conscients de l'importance du sang qui peut sauver des vies, ces donateurs bénévoles sont très sensibles aux difficultés du CNTS. Actuellement, la banque de sang est vide et ça peut sauver une vie en fait. Donc on le fait le plus souvent possible si nécessaire. C'est pas la première fois. À chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, je viens le faire. C'est important. Effectivement. J'encourage tout le monde à le faire parce que ça peut sauver une vie, que ce soit de notre famille ou de quelqu'un d'autre. Ça peut tout le temps sauver une vie, en fait. Parce que, en fait, ça fait longtemps que j'ai voulu le faire, mais je n'avais pas le temps. Donc, par faute de temps, je ne pouvais pas venir. Maintenant, aujourd'hui, quand hier j'ai vu la publicité, je me suis dit que c'est une bonne opportunité pour venir faire le don de sang. C'est très important, c'est primordial, donc c'est pour cela que je suis là ce matin. Pour un objectif de 200 poches de sang et collecte, le CNTS a déjà dépassé la moitié. Je voudrais avoir 200 poches. On est à 11 heures, on est à 100 poches. Donc l'objectif pourrait être atteint d'ici 14 heures. Surtout, les priorités, c'est peut-être les urgences. En dehors des urgences, il n'y a pas de priorité en matière de distribution de produits sanguins. Pour un bon approvisionnement de la banque de sang afin de sauver plusieurs vies, le CNTS déroule un plan d'action de collecte de sang les samedis pour permettre à tous les travailleurs de donner un peu de leur sang. Pape Faraning, la colère des habitants de Ndiatem, c'est un village qui se situe dans la commune de Rank à Saint-Louis. La mort d'un enfant lors de son évacuation à cause de la panne de l'ambulance en est la cause. Ils invitent l'État à doter la zone de matériel médical digne de ce nom. Hussein Diop, Habib Sek. Ndiatem est un village situé dans la commune de Rank, région de Saint-Louis. Ici, les populations sont en colère depuis la mort d'un jeune homme sur la route lors de son évacuation. Selon les habitants de Ndiatem, depuis la panne de l'ambulance, les populations sont confrontées à de réels problèmes. L'ambulance ne fonctionne plus. En évacuant nos malades vers Saint-Louis ou Châtol, nous sommes obligés d'emprunter des véhicules particuliers. Il y a quelques jours, un garçon a perdu la vie en cours d'évacuation car la voiture qui le transportait est tombée en panne. Les femmes de Ndiatem haussent également le ton. Elles réclament une ambulance pour évacuer celles qui sont en état de grossesse dans les autres localités. Ce sera très difficile pour nous avec l'ambulance qui est en panne. Évacuer des femmes sur le point d'accoucher à travers des charrettes ou des pirogues, c'est pénible. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Pour éviter aux populations ces difficultés liées à l'évacuation des malades, le mouvement Tahaou Ndiatem compte sur l'appui des autorités locales et des programmes déroulés par le gouvernement sénégalais. Selon leur porte-parole, le Puma doit aller venir en aide. Vraiment, ça a assez duré et aujourd'hui nous sommes là réunis pour lancer un cri de cœur aux autorités et surtout au programme Puma. Parce que si l'on voit bien ce programme, comment ça se déroule, on a vu qu'au Fouta, dans l'île Amorphile, ça a été vraiment un programme parfait. Au niveau aussi de notre zone, mais le poste de Ndiatem a été laissé en rade. En cette période de pandémie, les déplacements sont limités dans les zones rurales. Pour ces populations, l'État doit tout faire pour doter ces villages reculés d'ambulances afin de faciliter la mobilité des malades.
Et puis le collectif pour la sauvegarde des terres du phare des Mamelles crie au scandale et annonce une plainte contre X avec le démarrage des chantiers initiés par des privés. Ses membres dénoncent une catastrophe écologique entre autres. Là-dessus, nous écoutons Mamadou Mignane Diouf, membre du collectif au micro d'Alassane Ba. On vous avait invité à venir voir ce qui se passe derrière nous et qui est relatif à un chantier de construction d'un château au bas des Mamelles, au bas du phare de Dakar. Ce qui à nos yeux donc constitue une catastrophe écologique, une catastrophe aussi sociale et culturelle et un délit politique. Délit politique parce qu'on ne peut pas comprendre politiquement comment est-ce qu'un Sénégalais bon teint ou une personne tout à fait normale peut venir vouloir monter au bas de ce phare qui joue à la fois un rôle de sécurité de navigation aérienne et maritime, mais qui joue aussi donc un rôle d'assouplissement un peu de ce qu'on appelait un volcan. Et on s'est donc rendu compte que la personne qui a fait ça détient bel et bien un papier de titre de bail qu'on lui a attribué, mais tenez-vous bien, qu'on lui a attribué le 9 avril dernier, 2020. On veut donc savoir qui a eu l'audace aussi de s'asseoir sur un bureau, d'allumer son climatiseur, de prendre un stylo ou prendre sa machine et cliquer pour donner à quelqu'un une autorisation lui disant d'aller détruire le phare du Mamelles de Dakar. Mais cela aussi donc est en relation avec tout ce que vous savez, relatif au littoral de Dakar et du Sénégal, où pendant maintenant bientôt 10-15 ans, de hautes personnalités de l'État, en raison de leur faveur, de leur position politique ou sociale, sont venus s'accaparer du littoral et ont construit pied dans l'eau. Et c'est pour ça que le collectif a décliné un plan d'action en plusieurs points qu'on va vous donner tout à l'heure. Mais dans ces plans d'action, il est bien envisagé aussi de porter plainte contre X. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.